L'inconscient et la psychanalyse, épisode 14. Je vais revenir encore une fois sur la question du désir de l'analyste, mais en la couplant cette fois avec la question de l'efficacité de la psychanalyse. C'est une question tout à fait légitime quand même, et qui me rappelle ma propre analyse avec mon premier analyste, celui avec lequel je suis resté 15 ans. Et un jour que je m'interrogeais sur l'efficacité de la psychanalyse, parce que je voyais pas beaucoup de changements dans ma vie, si ce n'est en pire, eh bien, mon analyste m'a renvoyé sur un ton sans réplique, un ton très en colère. Et la vie, c'est efficace? Bien entendu, une telle réplique, qui est sans réplique, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Quand on est analyste, on essaie de faire en sorte que, que toute réplique engendre un échange, une interrogation, un doute, une avancée, et pas une clôture de la discussion. Bien entendu, puisque j'interrogeais l'efficacité de la psychanalyse, ça veut dire que j'interrogeais son efficacité, que donc il s'était senti agressé, et qu'il me répondait par une agression. C'est assez logique finalement. Sauf que à l'époque, je n'avais aucun recul, et visiblement, il n'avait pas plus de recul. J'ai pensé effectivement sur mon divan à ce moment-là, j'ai pensé tout de suite, ah bah oui, si la vie ça conduit à la mort, effectivement, c'est pas très efficace. De notre côté, j'aurais pu penser, bah, depuis des millions d'années des milliards d'années que la Terre existe, 4 milliards et demi si je me rappelle bien, eh bien la vie était présente pratiquement depuis le début et a survécu à un certain nombre d'extinctions phénoménales. Donc finalement, la vie, si, c'est très efficace. Mais c'est pas la question. Parce qu'on n'est pas en train de comparer la vie en général, c'est-à-dire spéculation philosophique ou biologique, à mon problème dans la vie. Ce qui est une question totalement particulière à laquelle on ne peut pas répondre par une spéculation d'ordre général. Alors, dans l'épisode précédent, j'ai parlé un petit peu de mon désir d'analyste, en analysant un rêve et en expliquant comment, par ce rêve, je comprenais que j'avais un désir sexuel à l'égard de telle analysante. Ce n'était pas la première fois que ça m'arrivait. Mais il faut toujours l'analyser parce que ça apparaît sous des formes très cryptées, j'ai un surmoi comme tout le monde qui me dit que le passage à l'acte est interdit, ce que je respecte scrupuleusement, mais c'est une règle qui s'infiltre jusque dans l'inconscient et qui fait son effet en interdisant même qu'il y ait une représentation de ce désir. Alors il y en a une quand même qui est un compromis entre le souhait d'une représentation et le refus de cette représentation vécue comme inacceptable. Là, c'était une question de désir sexuel, mais ça aurait pu être une question de haine et envie de passer la personne par la fenêtre, ou de jalousie. Sans rentrer dans les détails d'un rêve, je me rappelle d'un rêve où j'ai compris à travers ce rêve que j'étais jaloux de tel analysant, parce qu'il me parlait régulièrement de sa femme, de ses enfants, de sa vie de petite famille, que je n'ai plus depuis très longtemps, et que je jalousais finalement. Et spécialement, je le jalousais pour sa femme. Dans mon rêve, ça allait jusqu'à violer sa femme. C'était là aussi très crypté, il ne s'agissait pas de sa femme, mais finalement, en décodant, j'arrivais à comprendre. Vous voyez bien que c'est pas cool du tout. Hein. C'est politiquement tout à fait incorrect. Et donc, il est normal que mon rêve crypte la chose pour à la fois m'envoyer le message et en même temps faire en sorte que je ne le comprenne pas. Mais je suis plus malin que moi-même, et donc je décrypte. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça renforce l'efficace de la psychanalyse? C'est la bonne question. J'ai écrit tout un livre qui s'appelle Le désir de l'analyste, le rêve de l'analyste, pardon.
dans lequel je m'interroge sur ce désir, puisque le rêve me permet de m'interroger sur ce désir, et j'y ai trouvé de la positivité. Avec beaucoup de recul, ce livre datant d'il y a pas loin de 10 ans, je dirais que je ne suis pas sûr du tout qu'il y ait une telle efficace à analyser un rêve concernant un analysant. Je pense qu'il faut le faire de toute façon. Ça fait partie de l'analyse permanente qui est la mienne. J'analyse les rêves de toutes les nuits, je fais ça tous les jours. Ça m'entretient. J'apprends à toujours mieux me connaître, même si je me rends compte que je suis toujours le même, mais c'est toujours différent. Ce qui est intéressant, c'est que ça soit toujours différent, justement. Ça m'épate tous les jours. Je m'épate tous les jours. Et donc, je suis pas sûr que ça fonctionne comme une machine. On appuie sur un bouton et clic, il y a un programme qui se met en route. Là, j'analyse un rêve, clic, c'est pas pour ça qu'il va se passer forcément quelque chose de miraculeux le lendemain, la semaine prochaine, voilà. Mais par contre, par exemple dans le cas de la jalousie par rapport à cet analysant, peut-être que ça m'a évité de lui envoyer une réponse cinglante comme mon analyste avait pu me renvoyer dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Peut-être que ça m'a empêché de faire savoir une certaine agressivité en lui serrant la main différemment de tous les autres jours, ou en ayant un certain tremblement dans la voix au moment où je lui dis bonjour, ou je lui dis quelque chose pendant la séance. Bon, mais j'en sais rien du tout. Pas plus que je ne sais à la base que je suis jaloux de lui, ou que j'ai un désir sexuel à l'égard de telle autre personne. Lorsque je le sais, je ne sais pas non plus les effets que ça a effectivement sur la personne. Je suppute que ça aurait plutôt des effets positifs sur le déroulement de la cure, puisque je suis un peu plus au fait de ma position par rapport à la personne. Mais je ne m'en sers pas consciemment. Alors se pose la question de transmettre à l'analysant ce genre de choses. Est-ce que ça ne se fait pas? Je sais que dans le milieu lacanien, c'est pour la plupart du temps absolument prohibé. Alors, dans la question de faut-il communiquer ou pas son sentiment de sujet en place d'analyste à l'analysant, c'est une grosse question qui se discute. J'ai travaillé là-dessus toute ma vie, j'ai pas de réponse définitive. Il m'est arrivé de le faire, il m'arrive de ne pas le faire. Par exemple, dans l'histoire de la jalousie vis-à-vis de l'analysant, que j'avais envie de violer sa femme, je ne vais pas dire. Par contre, il m'est arrivé, par exemple, une fois, j'ai rêvé d'un cheval pendu. J'ai eu vite fait de comprendre que l'animal favori de ma fille, c'est le cheval. Elle en a possédé toute sa vie, elle en possède encore. Elle adore les chevaux. Bon. Et j'ai une analysante qui m'avait parlé d'un épisode de sa vie où elle adorait un chat et que sa mère a pendu le chat à un moment où elle était absente, elle, la fille. Et dans l'analyse qu'elle avait fait de la chose, elle avait bien compris que sa mère avait pendu le chat, c'était une métaphore d'avoir pendu sa fille. Parce que le chat éprouvait des velléités d'indépendance, les mêmes velléités d'indépendance que sa fille, et pour sa mère c'était insupportable. Elle ne pouvait pas de sa fille, elle avait pendu le chat. Et donc moi, j'avais transposé avec l'animal favori de ma fille, ça voulait dire donc j'identifiais mon analysante à ma fille. Vous voyez, cette fois, c'est pas dans une histoire de haine, ni de jalousie, ni de rapport sexuel, c'est une histoire de compassion, d'identification. Je m'identifie au père. L'identification, ça arrive tout le temps, quels que soient les autres désirs. L'identification, c'est une chose dont on ne peut se mettre à l'écart, même lorsqu'on ne le veut pas. L'inconscient fonctionne ainsi, et c'est très utile d'ailleurs, parce que dans les rêves, c'est parce que j'identifie, dans le récit d'un rêve qu'on me fait, le rêve qui m'est raconté par un analysant, eh bien c'est par cette identification que je comprends le rêve.
Un exemple. Une femme me raconte le rêve suivant. Un terroriste s'introduit dans une école, prend une petite fille en otage et avec son fusil, il la menace. L'instant d'après, elle voit une femme qui efface des graffitis sur les murs de l'école. Je reconnais ce rêve au sens, je l'identifie donc à des rêves que j'ai fait des centaines de fois. Un monsieur avec un fusil qui menace une petite fille, fusil phallus, menacé de quoi? De tirer un coup. Bon, le monsieur est un adulte, la petite fille est une enfant, c'est de l'inceste dont il est question. Bien entendu, je ne fourgue pas cette interprétation à mon analysante, jamais. Mais je reconnais, donc je suis à l'aise avec ça. Et je peux poser la question, ce que j'appelle poser la bonne question au bon moment. Eh ben, mais qui est cette petite fille? Commencez par là. Et elle répond tout de suite, oh bah c'est moi. Et donc, qui est ce monsieur adulte qui menace de vous tirer dessus? Alors, bah, ça ne peut être que mon père. Et ben voilà. Donc, quelque chose de l'inceste a été reconnu, du désir d'inceste. Et ensuite, je demande, bah, qui est cette dame qui efface des graffitis sur les murs de l'école? Et elle répond aussi, bah, c'est moi. Évidemment. C'est-à-dire que ce rêve est bien défini en deux parties. Une partie où le ça s'exprime, envie de tirer un coup avec le père. Et deuxième partie, l'envie de ne pas lire cette écriture de l'inceste, d'effacer les mémoires, d'effacer les graffitis. Et j'ai eu des tas de rêves comme ça où j'effaçais aussi des choses. Je pense à un rêve où j'étais agent de nettoyage dans une université, c'est-à-dire dans le savoir. Et je faisais mon job comme ça. L'université était coupée en deux par un fleuve. Et soudain, dans le fleuve, je vois une bande de crocodiles morts flotter le ventre en l'air. Et je cherche mon appareil photo pour fixer cet instant, c'est-à-dire trouver une représentation de cet instant, la fixer dans la mémoire, en donner une symbolisation. L'appareil photo, symbole de la symbolisation comme telle, c'est-à-dire de la fabrication des représentations, et donc finalement, symbole du sujet. Eh bien, j'ai du mal dans mon rêve à trouver mon appareil photo, je le cherche partout, je ne le trouve pas. C'est comme cette dame qui efface les graffitis. Elle efface les représentations. Moi, je cherche à faire une représentation et je n'y parviens pas. Je ne trouve pas l'appareil qui convient. Et effectivement, dans la suite de mon rêve, à la place des crocodiles morts, je vois apparaître un creux dans l'eau, un creux qui avance et qui a la taille d'un crocodile et qui se dirige vers la berge où une femme prend le soleil tranquillement. Et j'essaie de la prévenir, de lui crier dessus, parce que je sais qu'il y a un crocodile dans cet espace vide. Cet espace vide, c'est quoi? Dans l'eau, c'est un sexe féminin, et le crocodile devient le symbole de la castration. Bon, voilà ce que je n'arrive pas à fixer avec mon appareil photo, voilà pourquoi ça se répète régulièrement de rêve en rêve. Parce qu'à la fois, le rêve en donne des représentations, et en même temps, il les efface tout le temps, ce qui fait que la nuit suivante, il faut que ça revienne. C'est obligatoire, ça fait partie du conflit du sujet avec lui-même. Alors moi, de l'analyser tout le temps, c'est peut-être ça qui m'évite d'avoir des migraines. À une époque, j'avais des migraines assez carabinées, maintenant je n'en ai plus. Parce que j'ai admis qu'il y avait un conflit entre moi et le gars moi-même, n'est-ce pas? Non, mais là, j'ai rien à redire. Euh, Tu prends bien en compte les différentes composantes de toi-même. Là, j'ai rien à ajouter. Mais je reste en réserve. Je peux encore servir. Eh bien, l'efficacité de la psychanalyse, elle se trouverait plutôt là. Dans ce fait que je suis à l'aise avec ces représentations que je n'arrive pas à représenter, de la castration, de l'inceste, et que je les repère tout de suite, ce qui fait que je peux poser les bonnes questions au bon moment et aider les gens à se faire une représentation, y compris de cette difficulté à représenter. Parce que ce faisant, ils construisent une représentation d'eux-mêmes, à la fois désirant l'inceste, fondamentalement, ou désirant des trucs, parce qu'il y a toutes les dérivées après dans les tromperies, dans les couples, toutes ces choses-là,
toutes ces choses qu'il ne faudrait pas faire, mais qu'on fait quand même, et l'angoisse de castration, qui se traduit aussi dans toutes les angoisses possibles et imaginables, hein, timidité, difficulté avec l'autre sexe, difficulté à passer un examen, voire impossibilité de passer un examen, voire impossibilité d'apprendre, parce qu'on recule toujours le moment du jugement et on préfère se donner un jugement sur soi-même plutôt que de se le voir imposer par les autres. Mais ça bloque la vie. D'où il vaut mieux analyser un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière la castration, l'angoisse de castration, comme sanction du désir d'inceste. D'être à l'aise avec ces représentations, c'est ce qui fait que je suis à l'aise. Ça pourrait se dire autrement, ça pourrait se dire je n'ai plus honte. C'est ce qui fait que je peux parler de mes rêves tranquillement, que ce soit dans ces vidéos ou dans mes livres et mes articles. Et c'est ce qui fait que je me sens plus à l'aise dans la vie. Et c'est ça que les analysants peuvent faire à travers leur analyse. C'est-à-dire petit à petit, à force de prendre des clichés avec un appareil à photo qu'ils finissent par trouver, eh bien, ils arrivent à faire un cliché de quoi? Du sujet en tant que c'est la fonction de représentation, la fonction de fabriquer des représentations. C'est pas le moi, c'est l'ensemble des instances, le moi, le ça et le surmoi. Tout ça, c'est des morceaux de moi. Et par l'analyse, je les réintègre dans un fonctionnement un peu moins conflictuel. Une migraine, c'est un conflit dans la tête. Un examen qu'on refuse de passer, c'est un conflit avec le surmoi. Et ainsi de suite. Donc je trouve une représentation du sujet, l'analysant, parce que j'ai fait déjà ce parcours, trouve une représentation de son sujet, et c'est ainsi qu'il naît. Et c'est la fin de l'analyse. La fin de l'analyse, c'est-à-dire le plus besoin d'un analyste. Parce que l'analyse ne se termine jamais, puisqu'il n'y a jamais d'analyse exhaustive. C'est impossible, comme je l'ai expliqué, ça revient tout le temps. Simplement, on a appris à faire avec. Et cette sortie de l'analyse, elle me renvoie au fantasme le plus archaïque, je dirais, qui n'est pas seulement de pratiquer l'inceste, de demander le phallus, hein, ce qui est des cautérisations, ce qui est une cautérisation de la castration. On vient à l'analyse pour demander le phallus à l'analyste pour cautériser la castration, ou pour pratiquer l'inceste avec lui, c'est-à-dire pratiquer le rapport sexuel avec une personne dont on sait que c'est interdit, et puis on s'aperçoit que, ben oui, ça reste interdit. Donc, l'analyste ne peut pas plus donner le phallus que pratiquer le rapport sexuel, et donc, il faut faire avec ça. Mais on y a gagné, au passage, une représentation du sujet qui s'assume, qui n'a plus honte de son désir incestueux, de son angoisse de castration. Le désir le plus archaïque auquel je voulais en venir, c'est pas seulement donc les deux que je viens de citer, inceste, castration, c'est le désir d'être le phallus. C'est-à-dire pas seulement être un appendice qui pendouille comme ça en dehors du corps de l'autre, mais rentrer dans le corps de l'autre, ça c'est la façon rapport sexuel de le penser, mais rentrer tout entier dans le corps de l'autre et revenir dans l'utérus maternel. La séance d'analyse est un utérus maternel. Un analysant me l'a décrit comme ça d'ailleurs. Un jour, il m'a décrit dans une espèce de rêverie éveillée qu'il me rentrait dans mon anus pour se mettre à l'intérieur de mon ventre, et c'est là qu'il se sentait en sécurité. Moi-même, j'ai rêvé tellement de fois d'avoir des analysants dans mon ventre. Je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, toute l'analyse est comme une énorme grossesse, et la fin de l'analyse, c'est la naissance, la parturition.